Interpellé dans la nuit du mardi dernier, Issa Kaoundjim, le 4e vice-président du Conseil national de transition, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi par le procureur de la commune 4. Comme dossier de la rédaction, nous vous proposerons une immersion dans l'univers des réparateurs de téléphones portables. À Paris, une centaine d'exilés sans-abri occupent la place de l'hôtel de ville, sujet à suivre dans la page internationale. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce Joliba Morning News. Du nouveau dans l'affaire Kaoundjim. Interpellé dans la nuit du mardi dernier, Issa Kaoundjim, le 4e vice-président du Conseil national de transition, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi par le procureur de la commune 4. Le procureur lui reproche d'avoir tenu des propos subversifs sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, son avocat maître Kassoum Tapo dénonce une violation de loi car son immunité parlementaire n'a pas été prise en compte dans la procédure. Le procureur, de son côté, se défend avec l'argument du flagrant délit. Et quant au jugement de cette affaire, il est prévu pour ce vendredi 28 octobre 2021. Autre sujet, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Mamadou Lamine Traoré, s'est rendu ce mercredi 27 octobre 2021 sur le chantier de la nouvelle centrale thermique de Sirakoro. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. El Hadji Malik Guiteye. Voici ce à quoi devrait normalement ressembler la centrale thermique de Sirakoro. Les travaux sur le chantier avancent à grands pas et une grande partie du matériel est déjà sur place, notamment les 8 groupes électrogènes. Raison pour laquelle le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, accompagné de son homologue de la sécurité et de la protection civile, s'est rendu sur le site de ce nouveau joyau énergétique de notre pays. Nous sommes venus aujourd'hui ici sur place avec mon homologue de la sécurité et de la protection civile pour d'abord constater l'arrivée des 4 groupes complémentaires des 8 groupes de la centrale de Sirakoro qui fait 100 mégas, mais aussi pour permettre à mon homologue ministre de la Sécurité et de la Protection civile de se rendre compte lui-même sur place du dispositif sécuritaire. Un dispositif sécuritaire ultramoderne qui devrait permettre aux riverains de vivre dans la quiétude. Je puisse rassurer la population que le dispositif sécurité incendie sur le site est vraiment rassurant. Et le deuxième aspect, c'est par rapport à la nuisance sonore. Encore une fois, quand il y a les groupes, il y a toujours des bruits. Et il faut que nous pensions à la quiétude de nos populations autour du site. Et là aussi, cet aspect de nuisance sonore est pris en compte parce que les nuisances sonores à ce niveau répondent aux normes internationales. Et donc ce problème aussi ne se pose pas. Malgré l'absence de certains matériels tels que les chaudières, la réfrigération et les systèmes de commande entre autres, la centrale thermique devrait être normalement prête d'ici mars 2022. Le taux d'exécution aujourd'hui global avec les commandes que nous avons en cours, c'est 75%. Mais en fait, le taux de réalisation, le montage électromécanique, nous sommes seulement à 20%. Donc les équipements principaux sont là. Mais en réalité, les autres équipements vont venir parce que c'est eux qui vont permettre de démarrer la machine. Exécuté par Matelec, une entreprise libanaise, le coût du projet s'élève à 100 milliards de francs CFA et la centrale thermique d'une capacité de 100 MW devrait mettre un frein aux coupures intempestives d'électricité dans le pays. Atelier de cadrage et de planification opérationnelle, projet gouvernance du secteur de la sécurité au Mali, phase 2. Mise en œuvre par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité avec le financement du Royaume des Pays-Bas et la République d'Allemagne, l'activité a eu lieu ce jeudi 28 octobre 2021. C'était à l'école de maintien de la paix à Lyon Blondembey de Bamako. Le compte rendu. Le projet pour l'amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité est au Mali depuis le début des années 2000. À la suite de l'ouverture du bureau dédié aux 10 projets entre 2014-2016, les travaux pour la première période ont couvert la période de 2017 à cette année 2021. Pour cette deuxième phase concernant la période de 2021-2024, l'accent est mis sur l'implication des partenaires. Pour lancer cette deuxième phase, nous voulons être ensemble avec les partenaires avec lesquels nous étions ensemble pour mettre en œuvre la première phase, pour leur parler, pour rappeler la vision, pour voir ensemble les évaluations qui ont été faites pour la première phase et pour tirer ensemble avec eux les leçons, les bonnes pratiques qui vont
aider à améliorer la mise en œuvre de la deuxième phase. En plus de cet aspect, figure comme objectif général de cette nouvelle phase du projet le renforcement de la confiance de la population dans les institutions de sécurité locale. À cela s'ajoutent les objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est le renforcement de la gouvernance locale. Le deuxième objectif, c'est le renforcement du contrôle interne, de la consolidation contrôle interne et externe. Troisième objectif spécifique, c'est le renforcement des institutions, des secteurs de sécurité à travers la bonne gestion. Cependant, des contraintes ont été notées et seront exposées au cours des échanges. Il y a des défis, il y a des contraintes qui ont comme des limitations à cette atteinte. Et pendant les présentations qu'on va faire, on va partager ça avec nos partenaires. En conclusion, l'organisation de cette activité est une satisfaction. Il s'agit d'un cadre avec la présence des partenaires ainsi que leur contribution attendue au dire de notre interlocuteur. À noter que pour cet atelier de cadrage de planification opérationnelle, projet gouvernance du secteur de la sécurité au Mali phase 2 2021-2024, le thème retenu est gouvernance participative et responsable du secteur de la sécurité. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, regrette la décision prise par les autorités de la transition du Mali d'expulser son représentant au Mali le 25 octobre 2021. Cette décision extrême intervient dans une période importante et délicate caractérisée par l'accompagnement de la transition politique au Mali par la CEDEAO et les autres partenaires dans un contexte sécuritaire complexe. Elle intervient également alors que le processus de rappel du représentant à la Commission était déjà engagé pour assurer son remplacement dans les meilleures conditions. La Commission de la CEDEAO reste engagée et continuera à déployer ses efforts pour appuyer une transition réussie et apaisée au Mali. La interpellation du 4e vice-président du Conseil national de transition, Issa Kaoumdjim, les questions de liberté d'expression défraient la chronique. Suivons l'avis de quelques citoyens sur la question au micro de Adama Sanogo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la transition doit faire un peu attention et ne pas marcher sur la liberté d'expression des gens, mais sans se laisser découvrir à un certain niveau. Parce qu'au niveau de l'État aussi, quand tu gères, il faut être un homme d'État. Il y a des choses qui sont bonnes à dire, il y a des choses qu'on peut pardonner, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose qui est normal parce qu'on a passé beaucoup d'années comme ça sans pour autant chercher à mettre cette liberté d'expression dans un cadre. Donc, il faut des actions pour rappeler aux citoyens que sa liberté d'expression a des limites. Il n'a pas le droit de dire certaines choses. Avant de parler, il doit réfléchir parce que la parole peut être à la source des conflits dans les pays. Nous pouvons prendre l'exemple sur des pays comme le Rwanda. Je vois la liberté d'expression au Mali comme toujours une chose menacée parce que même si au préalable c'est dire librement ce dont nous pensons, je pense que ici, si on ne dit pas ce que les autres veulent, on n'a plus droit à la parole. Et peut-être, si vous allez me permettre, les dernières sorties des personnalités, nous avons vu qu'ils ont tenu ces mêmes propos devant les gens, mais on n'a rien dit. Mais dès que ça vient à l'encontre de quelqu'un ou de quelque chose, ou que ça ne les plaise pas, on dit que voilà, c'est diffamatoire ou c'est autre chose. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a organisé une conférence débat ce mercredi 27 octobre à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako ESJSC. Objectif, donner plus de détails aux étudiants en journalisme sur les différents domaines d'intervention de la FAO et ses partenaires au Mali. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'alimentation qui se tient le 16 octobre de chaque année depuis 1945, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a organisé une conférence débat avec les étudiants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako.
Nous sommes venus échanger avec les journalistes sur le thème de la Journée mondiale de l'alimentation 2021, qui est un thème qui porte sur comment mieux produire, mieux nourrir, être plus efficace et surtout améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Au Mali, le problème majeur qui fait obstacle à la bonne alimentation est que les Maliens produisent beaucoup mais ils consomment peu, soutient notre interlocuteur. Au Mali, on produit beaucoup, mais on transforme peu. Donc ce qu'on veut ensemble, c'est d'abord produire ce dont les Maliens ont besoin pour se nourrir. Mais une fois que la production est faite, vraiment travailler à maintenir ce qu'on appelle dans notre jargon la chaîne des valeurs. Les étudiants en journalisme présents à cette conférence débat affirment avoir tiré plusieurs avantages après les interventions des exposants. Tout d'abord, c'est un honneur que la FAO et d'autres organisations internationales soient venues à notre école ici pour nous enseigner, nous parler des activités qu'ils mènent dans ce pays. Ces organisations interviennent dans beaucoup de domaines et dans des localités du pays en matière de malnutrition. En tant qu'étudiante en journalisme, j'ai compris par rapport à cette conférence que le Mali, notre pays, souffre vraiment de malnutrition aiguë. Avec 4 millions de personnes dans cette difficulté-là, je pense que les dirigeants doivent vraiment prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir lutter contre ce fléau. Pour rappel, la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation de cette année va marquer le 76e anniversaire de la fondation de l'organisation et le 42e anniversaire de la présence de la FAO au Mali. Le général Oumar Dao est le nouveau commandant de la toute nouvelle école de guerre du Mali. La création de la dite école avait été annoncée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 22 septembre dernier. Abdoulaye Koniba Konaté. Ancien chef d'état-major particulier de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, le général Oumar Dao est désormais chargé de diriger la nouvelle école de guerre créée récemment par les autorités de la transition. Officier supérieur, le général Dao aura pour mission d'administrer cette nouvelle académie qui a pour objectif principal d'assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité du Mali. Par ailleurs, cette école voulue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et dont la création a été votée par le Conseil national de transition, formera des officiers qui auront vocation à occuper les plus hauts postes d'un état-major au sein de l'armée malienne d'une part, et d'autre part, participer aux opérations internationales de maintien de la paix. Une bouffée d'oxygène pour les militaires maliens, souvent obligés d'aller se former dans des pays étrangers. En outre, la nouvelle école de guerre du Mali, EGM, aura son siège à Banankoroni et le coût de sa création s'élève à plus de 2,5 milliards de francs CFA. Elle intervient à un moment où le pays est régulièrement frappé par des attaques terroristes aux 4 points cardinaux et la rupture de la collaboration militaire du Mali avec son partenaire traditionnel, la France, défraie de plus en plus la chronique. De surcroît, une éventuelle convention avec de nouveaux partenaires serait en gestation. Le dossier de la rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'univers des réparateurs de téléphones portables de Malitelda. Aminata Traoré s'est rendue sur place pour savoir à quoi ressemble le quotidien de ces réparateurs, suivant son constat avec Bakoroba Nyari. À Bamako, la déventure du Malitel face au carrefour des jeunes communément appelé Malitelda, non loin de la maison centrale de Bamako, est devenue l'épicentre des activités de réparation des téléphones. Abdoulaye Fofana, connu sous le nom de 120, nous confie que depuis 2003, il vit dans la réparation de téléphones. Dans tout métier qu'on entreprend, il faut mettre du sérieux. Grâce à la réparation des téléphones, je gagne bien ma vie. Et grâce à ça, j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Je remercie le bon Dieu pour ça. Il n'y a pas de sous-métier. Les clients que nous avons rencontrés sur place nous donnent leurs appréciations sur ces réparateurs de téléphones de Malitelda. Je suis venu à Malitelda pour réparer mes deux téléphones pour problèmes de batterie et d'écran. Personnellement, je suis très satisfait de leur travail. C'est ma première fois de venir ici. Mon téléphone vient juste d'être réparé. J'attends qu'il soit chargé.
Ces deux réparateurs nous font part des difficultés auxquelles ils font face. Souvent, certaines personnes viennent avec des appareils non réparables et ensuite ils refusent de venir les récupérer. On doit tout faire pour ne pas perdre ces téléphones, sinon c'est à rembourser. J'ai des téléphones ici avec moi depuis 2003. Depuis 2003 à nos jours, il y a des clients qui viennent étant nerveux. Ils ne discutent pas le prix. Dès que tu dis le prix, ils commencent la comparaison entre vous et d'autres réparateurs, puis ils s'en vont aussitôt. La réparation des téléphones portables fait partie des nouveaux métiers qui ont vu le jour avec la libéralisation du secteur de la télécommunication depuis les années 2000. Maintenant, voici l'image du jour consacrée au Sphinx. Le Sphinx de Gizeh est la statue qui se dresse devant les grandes pyramides du plateau de Gizeh en Basse-Égypte. Sculpture monumentale monolithique, la plus grande du monde avec 73,5 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 20,22 mètres de hauteur. Elle représente un sphinx couchant. Réalisée vers 2500 avant Jésus-Christ, elle est attribuée à Khéphren, l'un des pharaons de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, ou à son père Khéops. Le sphinx de Gizeh, d'une masse d'environ 20 000 tonnes, est une sculpture monumentale taillée dans un promontoire naturel de 40 mètres de hauteur dans la roche calcaire de la formation de Mokattam. Sa tête est taillée dans un piton de calcaire dur et gris sur lequel sont construites les 3 pyramides, un piton qui était vraisemblablement déjà vénéré au temps pré-pharaonique. Il se trouve en avant de la grande carrière qui a fourni nombre de blocs à la pyramide. Et maintenant, voici l'actualité internationale avec un récit Oumou Makalou. Depuis que l'agriculteur sud-africain Danny Bester a transformé sa façon de cultiver en optant pour des techniques centrées sur la régénération des sols, ses rendements en maïs et en soja sont parmi les plus élevés du pays, ce qui lui a valu des récompenses nationales. La différence en termes de rendement est la quantité de céréales que je produis avec de l'eau. Je pense que c'est là que je suis beaucoup plus productif que les autres agriculteurs qui ne suivent pas cette approche. Je pense que c'est là que je suis très productif. L'Afrique du Sud et l'Afrique australe chauffent à 2 fois la moyenne mondiale. Comme globalement nous dépassons 1,5 degré Celsius, nous serons à 3 degrés. D'après la science du climat que nous avons étudiée et considérée, cela va apporter des contraintes majeures au système alimentaire commercialisé et mondialisé. Grâce à la biodiversité, vous gérez mieux les risques. Vous n'avez pas une seule culture, mais vous avez la possibilité d'une diversité issue d'un processus naturel avec lequel vous travaillez. Danny Bester est en réalité une décision radicale pour changer sa façon de faire de l'agriculture, avec des techniques à la fois meilleures pour sa terre et pour le climat. Son style d'agriculture a un nom, l'agriculture régénérative. Elle repose sur une idée simple. Au lieu d'utiliser des pesticides, des systèmes d'irrigation et un matériel lourd d'outillage agricole, Bester recouvre ses récoltes hors saison pour garder l'humidité et les nutriments dans le sol, ce qui écarte aussi les mauvaises herbes. Il alterne ses cultures et son bétail de saison en saison, laissant les vers de terre faire le travail que les machines font ailleurs. Une soixantaine de tentes sont installées par l'association Utopia 56 et une centaine d'exilés sans abri sur la place de l'hôtel de ville à Paris, avant d'être retirés par les forces de l'ordre. Cette action vise à dénoncer le non-respect du droit au logement dans la capitale, selon l'association. 9 mois, on doit dans la rue, il n'y a pas de solution pour nous, donc on demande les aides pour solution pour nous. On demande le logement, si l'État peut nous aider, nous tous. On n'a qu'à avoir le logement, tranquillement, un endroit. J'ai très mal. Je veux que la France n'a qu'à avoir pitié de moi. Même s'ils n'ont pas eu pitié de moi, ils n'ont qu'à avoir pitié de mon bébé. Parce que je ne peux pas rester mon bébé au dehors.
Je ne peux plus. Je suis fatiguée de la France. Ils n'ont qu'à avoir pitié. En juillet, avec le collectif Réquisition qui souhaite rendre visite à ces exilés à la rue et dont fait partie Utopia 56, 600 sans-abri s'étaient installés sur la très chic place des Vosges. Nous, on réclame que la préfecture fasse respecter le droit à l'hébergement et donc ouvre un centre de premier accueil à Paris pour toutes les familles à la rue et tous les mineurs à la rue qui ont droit à un hébergement sur Paris. Lors d'une conférence de presse consacrée à la lutte contre le Covid-19, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, déclare que l'OMS a besoin de 23,4 milliards de dollars pour que le partenariat ACT accélérateur, qui regroupe les principales agences sanitaires mondiales, puisse atteindre ses objectifs planétaires et fournir aux pays les outils dont ils ont besoin au cours des 12 prochains mois. Aujourd'hui, nous publions le nouveau budget prévu pour l'accélérateur ACT, avec une demande de 23,4 milliards de dollars américains pour atteindre nos objectifs mondiaux et fournir aux pays les outils nécessaires au cours des 12 prochains mois. Accélérateur ACT est un élément essentiel de la stratégie de présentation et d'intervention de l'OMS, notre plan international pour maîtriser la pandémie. Le patron de l'OMS répète ce même message depuis des mois et réclame des équivalents depuis au moins 6 mois, mais sans être entendu. Il a réitéré son appel aux chefs d'État et de gouvernement des pays du G20 qui doivent se réunir ce week-end à Rome à financer en totalité la nouvelle stratégie dévoilée jeudi. De nombreux migrants cherchant à obtenir le statut de réfugié se dirigeaient mercredi vers la capitale mexicaine au nom de leur dignité, demandant la régularisation de leur statut alors que le gouvernement fait face à un appel des Nations Unies pour un traitement rapide des demandes. Je suis en danger dans mon pays. Je suis une fille transgenre, alors je ne suis pas libre dans mon pays. Vive le Salvador! Allons-y avec cet esprit. Allons jusqu'à Mexico avec l'aide de Dieu. Nous irons de l'avant. Tous unis, nous sommes une seule nation. Ici, il n'y a pas de Cuba, Nicaragua. Ici, nous sommes tous égaux. La liberté est à portée de main pour nous. Appelés pour la justice, la dignité et la liberté du peuple migrant, leur caravane avance sous la surveillance des agents de l'Institut national de migration et de la garde nationale à travers les routes de Chiapas. Aucune date d'arrivée à Mexico n'est encore prévue. Interrogé à New York, un porte-parole des Nations Unies a souligné l'importance de traiter les migrants avec respect et dignité. Les demandes d'asile doivent être examinées rapidement, dit-il. Et c'est tout pour ce Djoliba Morning News. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Morning News.